Au Niger et dans la guerre contre le terrorisme, les attaques contre les camps militaires constituent visiblement la nouvelle stratégie des djihadistes. Et quelques semaines après l'attaque la plus meurtrière jamais subie par l'armée à Inates, c'est au tour d'un autre camp d'être l'objet d'un assaut. La communication attendue du gouvernement a d'ailleurs laissé place aux doutes et à toutes sortes de supputations. C'est 4 jours après l'attaque que le bilan est sorti et 89 soldats sont tombés dans le camp militaire de Chinagoder. Selon le Conseil national de sécurité, l'attaque a pourtant connu la déroute des djihadistes. Il fait état de 77 djihadistes neutralisés avec l'appui et le soutien des amis du Niger dans la lutte contre le terrorisme. Mais les sanctions n'ont pas tardé. Le chef d'état-major général des forces armées, celui de l'armée des terres et l'inspecteur général des armées ont été remerciés, tout comme le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Le président Issoufou, dans la foulée de cette nouvelle attaque, était à Pau aux côtés de ses 4 autres homologues des pays membres du G5 Sahel. Du communiqué final de cette rencontre entre la France et les pays du Sahel au décryptage de cette nouvelle attaque, au bilan toujours en hausse. Niger, attaque du camp de Chinagoder, un front uni contre le terrorisme. La solution miracle, c'est le thème de l'émission du jour à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Sur ce plateau, pour débattre de questions aussi épineuses, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher. Vous êtes consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Vanessa. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. La première sortie faisait état de 25 soldats et 63 terroristes tués. Mais alors que l'attaque était terminée, le bilan a finalement été nettement revu à la hausse pour atteindre le chiffre record de 89 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité sous le Hamzat. Inadmissible. Inadmissible. Je commencerai cette émission présentant aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV mes vœux les meilleurs pour cette année, des vœux de prospérité, de bonheur et surtout beaucoup d'argent. Je suis écœuré de ne pouvoir pas m'expliquer le cycle répétitif, n'est-ce pas, de mort que cause le terrorisme, surtout sur nos soldats. Quand je dis nos soldats, je parle en général, je parle de tous les États. Le terrorisme est en train de se déplacer au fait des frappes civiles vers plutôt des cibles militaires. Je l'ai dit ici sur ce plateau, et je pense que la stratégie est en train de prendre, si vous voulez, un autre envol. Un envol sur lequel les stratèges militaires de nos armées devaient réfléchir. Mais je me rends compte que nos politiques sont en train de prendre le devant. Ils prennent beaucoup plus le devant sur des questions qui auraient pu être des questions stratégiques et techniques. Ce ne sont pas les politiques, ni les partis politiques, ni les politiciens qui vont faire les combats sur le terrain. Ce sont les militaires. Et quand je prends un sommet comme Pau, ça laisse à désirer. Alors, Lamine Sissé, est-ce que selon vous, on a essayé de cacher le vrai bilan aux populations? C'est en tout cas ce que dénonce l'opposition à travers le Fonds patriotique. On a parlé de 25 morts, ça a été une communication sur les médias publics. Quelques jours après, alors qu'un gros tollé avait déjà éclaté sur les réseaux sociaux, où on parlait de militaires enterrés en catimini, avec un nombre bien plus grand que ce qui avait été annoncé par les militaires. Finalement, on est revenu, c'est le porte-parole du gouvernement qui fait état finalement de 89 morts, un bilan encore plus grand que la récente attaque. Oui, sans compter ceux qu'on appelle des disparus. Moi, je crois que c'est militaire tout ça là, hein, et personne n'est dupe. Quand ils viennent officiellement dire que c'est 30, nous savons que c'est beaucoup plus que ça. Mais maintenant, il y a un problème de réseaux sociaux. On ne peut pas cacher les vérités. Je crois que l'armée nigérienne est dans une position très faible. Très faible. Et qu'en publiant cela, c'est peut-être
c'est pour éviter d'avoir un impact beaucoup plus Négatif. Le découragement au sein des populations et au sein de l'armée. Parce que si on tue 100 personnes, on ne peut pas sauter pour dire que c'est 100 personnes. On essaie de minimiser pour permettre, pour ne pas avoir un impact négatif dans la conscience d'abord des populations et dans la troupe. Parce qu'en fait, une armée républicaine qui est aussi touchée de plein fouet comme ça par ceux qui viennent en moto et ceux qui n'ont pas de pays, de territoire, qui sont dans le désert, etc. Mais moi, je me pose la question. Je ne suis pas militaire. C'est pourquoi quand je suis souvent Suleiman Hamzat, je me pose la question. Parce qu'en fait, la faiblesse de l'armée, c'est la politique militaire qui définit la force ou la faiblesse de l'armée. Donc, c'est le politique qui décide de tout. L'armée, d'abord, c'est des moyens, c'est des gens bien formés. Est-ce qu'on envoie des gens bien formés? Est-ce que la coordination, est-ce que c'est des questionnements que je me pose. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être victime de la même situation, à répétitif, alors que ce pays, aujourd'hui, est censé, n'est-ce pas, d'aller vers ce qu'on appelle un dialogue politique, d'aller vers ce qu'on appelle la préparation des élections prochaines. Mais il y a un amalgame, tout un amalgame autour. Donc les questionnements se posent. Je pense que le pouvoir a intérêt à communiquer les vrais résultats, parce que s'il ne le fait pas, les autres le feront. Et il y a d'autres qui me disent même que c'est plus de 100 personnes. Hein. Il y a d'autres qui disent que... D'autres ont dit que c'est des disparus alors qu'on les a enterrés. Bon, je ne sais pas où se trouve la vérité en réalité. Voilà, alors pour l'opposant Ibrahim Yacouba qui dirige le Front patriotique, le gouvernement a tenté jusqu'au bout donc de banaliser cette attaque. Il est temps que le gouvernement du Niger se remette en cause. Si nous sommes vraiment dans une démocratie, le président doit tirer les conséquences de son échec sécuritaire. Est-ce que selon vous, il y a effectivement échec sécuritaire? Et si oui, que doit faire le régime? Est-ce que cette analyse est fondée? L'échec, c'est non seulement un échec, mais il est cuisant. Il est cuisant parce que qu'on limoge, par exemple, le chef d'état-major ou le secrétaire général du ministère de la Défense, mais quel impact? Quel impact sur la troupe? Mais le commandement, c'est important de changer le commandement, ça ne va pas. Le commandement ne se trouve pas au ministère. C'est la décision qui est au ministère. La décision de faire ceci ou de ne pas faire cela. Mais le commandement, ça se passe au niveau des casernes. Ça part de l'état-major et ça descend jusqu'en bas. Oui, mais l'état-major a sauté. Non. Quand vous appelez le chef d'état-major, il y a des hommes de troupes, il y a des hommes de section, des hommes d'unité, il y a le bataillon, etc., etc. Donc, si vous lancez vos hommes sur des théâtres d'opération tels que celui du Niger, il faudrait aussi que ce soit des hommes aguerris. J'ai souvent crié ici et décrié la position de nos armées par rapport à la formation. Est-ce que nous avons des unités aguerries pour lutter contre ce type de phénomène? Le problème se pose toujours, il se posera toujours. Moi, je vous ai dit ici, allez être formés à Saint-Cyr, allez en Russie, allez former vos hommes là-bas. Mais c'est des gens qui sont sur des terres. Il y a l'expérience de la Syrie, il y a l'Irak, tout ça. Les Russes, ils sont partout. Ouais, ils sont arrivés en Centrafrique, le calme est revenu. Mais la France y était depuis, rien que dalle. Donc il y a des objectifs quelque part, comme le dit mon co-débatteur, qui ont peut-être une connotation politique et peut-être économique surtout, qui font en sorte que, ça dit, il y a des non-dits, il y a des choses qui doivent demeurer dans les ténèbres. Et vous voyez, le sommet de Pau, c'est vide. Pour moi, c'est vide. Et vous voyez la réaction des Nigériens. Il n'a qu'à suivre la télé. Pour eux, c'est comme si on envoyait nos chefs d'État à Pau pour aller parler de 220 soldats ajoutés à la force Barkhane. C'est dérisoire. Alors, le président Issoufou a décapité la hiérarchie militaire, chef d'état-major général des forces armées balayé, celui de l'armée de terre aussi, l'inspecteur général des forces armées aussi, secrétaire général du ministère de la Défense aussi, en général. On a l'impression que face à ces deux attaques-là, qui sont quand même des attaques sur des cibles militaires, et avec autant de morts, on parle de 160 soldats au moins tués dans ces deux dernières attaques, celle d'Inates et celle de Chinagoder, on a l'impression que
visiblement, le régime a envie de demander des comptes aux responsables militaires qui ont été installés à ces différents postes-là. Et quelque part, c'est pas utile de demander des comptes à des gens à qui vous avez donné plein pouvoir pour, je dirais, définir ou orienter la stratégie. Non, ils ont de tout échoué. le pays. Ils ont échoué en tant que hiérarchie, en tant que commandant. Ils ont échoué. Et par ailleurs, sous d'autres cieux, c'est eux qui démissionnent. On ne cherche pas à les faire partir. Parce que quand vous échouez à sécuriser vos troupes, le pays, et que vous êtes à ce niveau-là, vous ne partez même pas au front, vous êtes dans vos bureaux climatisés, un général va au front. Je n'ai pas entendu où on a tué un général là-bas. C'est des soldats là qu'on tue. Le général doit être au front. Alors, je crois que c'est l'échec des dirigeants de l'armée. Je crois que c'est une humiliation en quelque sorte. Vous savez, je suis touché, profondément touché, parce que en tant que panafricain, le Niger, le Sénégal, nous sommes tous les mêmes. Ça fait très mal. Ça fait très mal qu'on tue des gens et qu'on voit l'inefficacité, malgré tout ce bruit autour, tout l'argent qui est dépensé autour. Quand on parle de Barkhane, je ne vois même pas l'utilité. Et qu'on continue à tuer des gens comme des mouches, des moutons, et des gens qui n'ont même pas de territoire. C'est-à-dire que si on dit qu'ils ont l'État, ils ont l'armée, mais qui viennent comme ça là pour tuer des gens comme des moutons, je crois qu'il y a dysfonctionnement dans l'armée. Il y a un dysfonctionnement très sérieux dans l'armée. Je ne suis pas en stratégie militaire, mais quand même, quand on regarde le Burkina Faso qui est en train de prendre les taureaux par les cornes, même le Nigeria est en train de pouvoir, tant soit peu. Mais le Niger est un pays d'abord qui est très fragile. Je crois que les gens ne font pas attention à ça. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est l'instabilité totale. Septième République. Et vous voyez, le Niger partage les frontières avec 7 pays, pas les moindres. Parmi les 7 pays, tous les 6 sont dans des situations difficiles. La Libye, l'Algérie, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria. C'est le Bénin seulement qui, Dieu merci, je touche du bois, que la paix continue à régner ici là. Même il y a des problèmes, mais que la paix continue à régner dans ce pays. Alors, donc je crois que tous ces pays-là, vous voyez, l'impact de l'instabilité, le Niger est en train de... Le Niger, un pays non littoral, il n'a pas de port, il n'y a rien. Donc le peuple nigérien souffre le martyre. Isolé. Naturellement. La nature n'est pas clémente, etc. Mais si tu as des dirigeants qui sont mus par la stabilité et l'intérêt, le premier acte, c'est de créer une stabilité socio-politique interne d'abord. J'ai dit ça ici sur votre plateau. J'ai dit, tant que Youssouf ne réunit pas toute l'opposition autour du Niger et lui-même, qu'il se soit sur la table, qu'il y ait une réconciliation nationale entre les fils nigériens d'abord, parce qu'il est en train d'endosser seul une responsabilité qu'il n'est pas supposé d'endosser. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est international. Si tu accueilles des étrangers chez toi, qui viennent t'aider, et pourquoi les nationaux qui sont là, tu ne peux pas les réunir autour d'eux? C'est une incohérence, c'est-à-dire que nous n'avons pas des patriotes, des nationalistes. C'est la bouche, mais nous n'avons pas des patriotes. Je serai à la place de Youssou, je vais m'abandonner. Je vais libérer tous les prisonniers politiques. Je dis assez nous pour le Niger. Je vais créer la décrispation nationale. C'est ça, son travail. Tant qu'il ne le fait pas, il va échouer. C'est moi qui vous le dis sur le plateau. C'est une analyse cohérente. Tant qu'il ne libère pas tout le monde, qu'il ne décrit pas, qu'il mette tout le pays, tous les citoyens autour du pays, il va échouer. Il ne peut pas réussir. Il va déstructurer l'armée, il va déstructurer son État. Et les conséquences, c'est lui qui va le subir. Ça, en fait, j'attire l'attention. Et on a parlé, je lui ai parlé, on lui a parlé, il n'écoute pas. Il fonce. Et j'ai besoin que ce pays soit stable. Nous avons besoin de cela. Vous savez, tout ce qui frappe le Niger, ça frappe toute l'Afrique de l'Ouest. Regarde combien de frontières déjà qui sont autour du Niger. Vous pensez que nous sommes épargnés, nous? Ce qui concerne le Niger nous concerne, c'est pourquoi nous parlons. Ce n'est pas une question de partisans ou tu es... Non. C'est une question de stabilité régionale. Tant que le Niger a le problème, la CEDEAO ne va pas fonctionner, les populations vont continuer à souffrir. C'est ça le problème. Alors, le problème nigérien passe aussi par une réunification nationale, selon vous, selon Lamine Cissé? Oui, Souleymane Hamzat. Je vais
reprendre là où on était, mon co-débatteur, pour vous dire ceci. Vous savez, quand il y a une faille dans un mur, mais souffrez que le désert y rentre. Si en interne, les Nigériens ne parlent pas de la même voix, qu'ils soient civils, militaires ou je ne sais pas quoi, mais souffrez que ceux qui en ont les moyens viennent diviser davantage la maison. C'est stratégique ce qu'il dit. Et vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique. Si j'ai les moyens d'aller voir le voyou d'à côté pour accéder au pouvoir, ouais, écoutez, si c'est le moyen le plus court pour moi pour y arriver, je vais me gêner. Je vais me gêner. Et d'où, vous voyez, il faut nécessairement que sur le plan politique, il y ait une stabilité. Si les Nigériens parlent de la même voix, je pense que cela va s'imposer à leur armée. Parce que, en réalité, dans cette bataille-là, le peuple n'est pas écouté. Les voix du peuple ne sont pas écoutées. Et j'en viens à cette analyse, au fait, parlant de démocratie, à quoi servent nos parlements? Quand des décisions aussi hautement républicaines sont prises à des milliers de kilomètres ici, pendant que nos élus ne disent rien. Ceux qui sont censés porter notre voix auprès du gouvernement pour dire non, nous, notre peuple veut ceci. Dans telle région, le peuple aurait souhaité que vous fassiez ça. À vous, stratèges, à vous, politiques, à vous, militaires, de décider des moyens et des techniques par lesquelles vous arrivez à stabiliser le pays. Le deuxième paramètre, c'est sur lequel j'aimerais apporter une clarification. Mais c'est qu'aujourd'hui, les problèmes de terrorisme sont fortement liés aux problèmes de développement et d'éducation, surtout. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'enrober n'importe qui au terrorisme. Et ça va de mal en pire. Je voyage beaucoup. J'en viens même encore. Si vous sortez mais baladez-vous dans la sous-région. Tous les États sont en panne. Ils sont en panne, nos États. On a comment l'impression qu'il manque de jugeote à des gens qui ont décidé de prendre les commandes de nos pays et qui s'érigent aujourd'hui en donneur de leçons. Mais ils sont là pour servir le peuple ou c'est le peuple qui doit les servir? La question se pose. Et il faille, dans le futur, que nous sachions aussi sélectionner et choisir nos dirigeants. Parce que la lutte contre le terrorisme, je vous l'ai dit, les futures batailles, là, c'est dans le Sahel là que vous allez les voir. Et plaise à Dieu que ça ne vienne pas chez nous. Alors aujourd'hui, c'est évident que peut-être que le moral des troupes nigériennes est au plus bas. Le fait de changer le commandement, c'est aussi pour cela essayer de redonner une nouvelle dynamique, de nouveaux chefs et l'espoir aux troupes. Ce n'est pas forcément à décourager, mais certains estiment que pour faire le combat contre le terrorisme, il faut changer de stratégie, c'est-à-dire l'art de la guérilla, il faut effectivement aller au contact de ces terroristes-là, aller attaquer leur position et non plus attendre que ces terroristes-là viennent avant d'essayer de répondre. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Je résume ce que vous dites de manière stratégiquement militaire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous demandez à des troupes d'aller sur place. Mais est-ce que des troupes sont formées pour ce type d'exercice? On n'en a pas. Nos troupes aéroportées n'ont même pas d'avion pour s'entraîner. Combien de fois vous avez déjà vu des sauts parachutes encore dans notre pays? Depuis combien d'années ça existe cette histoire? Réfléchissons. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on a acheté, je sors un peu du cadre de l'émission, qu'on a acheté des centaines de 4x4 alors que les gens sont dans nos hôpitaux, ils n'ont même pas un appareil pour faire de la dialyse. Mais attends, il y a des méthodes de gouvernance. Il faut changer la manière de gouverner nos États. Écoutez, si j'ai besoin d'une chaussure, vous m'amenez pas une cravate quand même. Nos nations aujourd'hui ont besoin de sécurité. Point. Pur et dur. S'il faut mettre 2 ans d'arrêt sur l'État pour régler les problèmes de sécurité, on met tout à l'arrêt. On règle d'abord les problèmes de sécurité. La décision politique doit être forte dans ce domaine-là. Mais pour régler aussi les problèmes de sécurité, il faut qu'il y ait les moyens. Il faut que les hommes soient choisis. Il ne faut pas aller à l'armée parce que j'ai envie de mettre l'appareil militaire. Soldat, je vais mettre sur un carrefour, je ne sais pas où, dans un bureau.
Et nos soldats, là, d'ailleurs, qui sont dans les bureaux climatisés, là, il faut leur faire arrêter toute la climatisation, parce que ça les endort au lieu qu'ils ne travaillent. Et je suis sérieux dans ce que je vous dis. Vous allez dans les états-majors, là, vous envoyez, mais qui sont... C'est des téléviseurs, mais ils sont au beurre. Et vous allez au front, les gars, ils ont à peine une bouteille de Aqua ou bien FIFA pour se tomber, pour s'étancher la gorge. Comment voulez-vous que le moral de la troupe soit galvanisé face à ces genres de situations? Et je viens encore sur un petit détail qui fait que parfois, on a la troupe qui finit par vous prendre les armes dessus. Le chef de l'État a beau avoir, quand je dis chef de l'État, je ne nomme pas, je ne cite pas, je parle de manière générale. Quand le commandement au niveau de l'État a beau avoir les bonnes intentions, des bonnes décisions, mais il faut qu'elles s'appliquent de manière rigoureuse à la troupe. Quand on donne des primes pour des soldats qui sont en train de se faire tuer au front pendant que vous êtes climatisés, que vous les envoyez dans vos tiroirs, mais c'est vrai que les gars un jour prennent les armes et disent écoutez, arrêtez, pas contre l'État, mais souvent contre ces gens de pratiques. Et vous voyez, tout cet ensemble-là fait en sorte que la troupe n'est pas galvanisée. Même bien formé, le moral n'est pas au beau fixe pour s'occuper des questions de sécurité. Et les questions de sécurité ne sont pas des questions, c'est pas des questions de parti politique. Hein. C'est des questions de haute réflexion menées face à des gens qui, comme l'a dit mon co-débatteur, viennent avec des cyclomoteurs et qui maîtrisent le terrain mieux que vous qui avez des chars et des pick-up. Donc il y a matière à réflexion. Alors l'attaque de China à Goder a été revendiquée par le groupe État islamique. On a l'impression que ce groupe-là, quoi qu'on en dise, ou quelle que soit la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, arrive toujours à frapper. Ce n'est plus un seul pays qui est concerné, ce n'est plus une seule cible qui est frappée, mais les cibles se multiplient. On parle du Niger dans ce débat-là principalement, mais d'autres pays sont concernés, notamment le Mali, où des centaines de soldats sont aussi tombés et continuent d'être tués régulièrement. D'autres pays encore, le Burkina Faso, sont en proie à cette insécurité-là. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel étaient donc à Pau ce 13 janvier avec le président français. Il était question de sécurité, bien évidemment. Un certain nombre de conclusions étaient faites, notamment renforcer la stratégie, renforcer donc le front contre le terrorisme et pourquoi pas faire plus pour résorber le problème du terrorisme qui, quoi qu'on le dise, ne se pose pas qu'à l'Afrique, mais aussi à l'Europe et pourquoi pas aux autres nations. Non, justement, vous êtes en train d'énumérer les causes profondes. Les causes. Ça a été importé chez nous. Mais les causes, c'est l'iniquité des actions politiques à travers le monde. C'est la trop grande partialité des Nations Unies par rapport à la gouvernance mondiale. Parce que la gouvernance mondiale étant déséquilibrée, c'est les personnes les plus fortes seulement qui s'imposent. Ils s'imposent par quoi? Par l'armée. Mais souvenez-vous que Saddam Hussein a été tué par les Américains. Assassiné. Ils l'ont assassiné et ils ont laissé le peuple irakien dans la dégradation totale. Ils sont partis. Et ils veulent importer leur démocratisation en Irak. Un peuple différent, une pensée différente, un mode de vie différent. Saddam Hussein était bon pour son peuple parce qu'il a stabilisé l'Irak. Il a mené l'Irak vers le développement. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce qu'il n'a pas voulu collaborer, etc. C'est trop long. Je vais entrecouper pour revenir en Afrique. Quand ils sont prêts, ils sont venus tuer Kadhafi. Kadhafi est bon pour son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de Kadhafi? Les djihadistes qui sont venus jusqu'au Mali. C'est les conséquences. Je crois que la France doit se regarder dans le miroir. Se regarder dans le miroir pour dire ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, etc. C'est de notre faute. Assumons les responsabilités. Mais c'est ce que la France fait, quelque part. Il a réglé quoi, en réalité? Il y a des milliers de soldats français déployés dans ces pays-là. Mais ça a réglé quoi? On n'est pas en train de frapper au Niger, on est en train de tuer au Niger. Mais là, c'est inefficace. Le problème est que c'est l'Afrique qui n'a pas pu prendre ses responsabilités. Si l'Union africaine
était organisé comme il se doit, comme une institution, n'est-ce pas, pragmatique sur le terrain, les Nations Unies n'oseraient pas venir tuer Kadhafi. Aucun chef d'État, tous les chefs d'État étaient impuissants. Si l'Union africaine, la CEDEAO était la CEDEAO qu'il faut, je pense qu'en Afrique, ici, Erdogan ne va pas se lever, l'Union africaine, pour dire qu'il va quitter l'Irak avec son armée pour venir envoyer ça un mandat des Nations Unies. Il vient faire quoi en Libye, sur le territoire africain? Aucun chef d'État africain n'a pipé mot. Nous ne sommes pas gouvernés, c'est ça le problème. Le peuple est laissé à ses comptes. Les Africains doivent porter le pantalon maintenant et dire qu'il faut qu'on ait une autonomie, une indépendance. On doit s'unir, parce que l'indépendance ne se fait pas comme ça, chacun dispersé. On doit unir nos forces. Donc c'est pourquoi quand on est en train de traiter le problème du terrorisme d'une façon sectorielle, j'ai dit non, le problème n'est pas sectoriel. Le problème, il faut le traiter d'une façon globale. Nous avons été victimes de la gouvernance, des conséquences de la mauvaise gouvernance mondiale. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, quelle est notre responsabilité dans tout cela? C'est ça qu'il faut situer aujourd'hui. On est victime, ouais. On fait quoi pour régler ce problème-là? Le problème se trouve à ce niveau-là. J'ai dit l'armée nigérienne peut être efficace parce que le Niger est en guerre. Hein. Le président Youssoufou doit comprendre que le Niger est en guerre. Ce n'est pas un problème de Youssoufou ni un problème d'un parti politique. Par conséquent, il doit réunir tous les fils et les filles du Niger autour de ce problème-là. Il ne faut pas qu'il en fasse un problème personnel. Pour arriver à cela, il faut qu'il y ait de la décrispation. Il faut qu'il baisse la tension socio-politique dans le pays. C'est le préalable, numéro 1. Et qu'il accepte de parler avec tout le monde. Et que les solutions, ensemble, que le peuple nigérien prenne le problème du Nigérien à bras le corps. Moi, c'est la seule solution que je vois aujourd'hui pour régler ce problème-là. Et il faut qu'on arrête de fragiliser nos pays à l'intérieur. Parce que nos pays sont fragiles à l'intérieur. Et ça devient un terreau fertile du terrorisme. Ça crée des complicités même à l'intérieur du pays parce qu'on dit il faut que nous le mettions dans les bâtons dans les roues. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Alors que ce n'est pas un problème de responsabilité de Youssoufou, c'est la nation. Mais Youssoufou est protégé. Il est dans son palais, il vole en avion, etc. Il vient. Il est protégé avec des gardes-corps. Mais c'est le peuple qui est victime. Alors moi, je crois que le problème de Pau, ce que moi j'ai noté là-bas comme avancé, et qu'on a dit le commandement va être unifié. Bon, maintenant, je voudrais que l'expert me dise que c'est ce commandement unifié. Il ne faut pas qu'on me dise commandement unifié. Moi, citoyen, je pense que nos généraux, etc., vont être impliqués pour voir ce qui se passe dans les stratégies à mener. Et sur le plan pratique, que les généraux nous disent qu'eux, ils sont au courant de rien. Je crois que le commandement unifié, c'est que notre armée, nos armées nationales et nos armées régionaux qui sont là, vont ensemble avec la France élaborer des stratégies et appliquer les stratégies sur le terrain. C'est ce que je voudrais savoir. Alors, mais si c'est ça, c'est positif. Je dis la rencontre est positive si c'est ça. Parce que moi, je sais que la France ne va pas se retirer. Il n'est d'ailleurs pas question pour la France aujourd'hui de se retirer du théâtre des opérations au Sahel. Les États-Unis sont en train de parler de retrait ou donc tout au moins de diminution de l'effectif déployé dans la région. Est-ce que c'est la solution? Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a donc cette décision-là qui dit clairement que le commandement des opérations sera alterné et donc il y aura un commandement africain au même niveau que le commandement des soldats français sur le théâtre des opérations dans le Sahel. Souleymane Hamzat. Permettez-moi d'être un peu amer, direct et concis. Vous voyez, la France est toujours restée dans son mental colonial. Vous soyez extrêmement dur. Je l'ai dit, je suis amer, je suis direct et je serai concis. La France est toujours restée dans son mental colonial. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu les frappes sur la Libye et qu'ils ont fait désintégrer tout l'appareil, je suis montré sur le plateau de Canal 3 Monde pour dire attention. Si vous laissez les frontières nigériennes telles qu'elles sont, toute l'arme nationale de Kadhafi va rentrer dans le Sahel. Et aux mains de qui? Point d'interrogation. Le deuxième paramètre, c'est que j'ai parlé
J'ai parlé des armes de destruction massive. Ça s'appelle en termes clairs des manpads. Un manpad, c'est pire que ce que vous avez vu sur la destruction de l'avion en Iran tout dernièrement. Un seul coup, et il est désintégré. Il y en a 300 et poussières qui se trouvent dans les dépôts d'armes libyens. On ne sait pas là où ils sont à ce jour. Et mieux, quand vous descendez dans le Sahel, mais pourquoi s'attaque-t-on au Sahel en réalité? Et le problème de Kidal n'a pas été élevé lors du sommet de Pau. Et le problème, il est là. Le nœud, il est là du problème. Le problème de Kidal est en train d'être réglé par les Maliens. Ah non, c'est du théâtre. Les deux factions se sont réunies. Mais le MNLA, tout ça, se retrouver en bloc. Tout ça, c'est du cinéma politique. Moi, je vous parle de stratégie militaire. Pourquoi n'a-t-on pas opiné sur le problème de Kidal? Donc, on a passé le chiffon dessus, on nous parle d'un renfort de 220 hommes. Donc, moi, mes chefs d'État se sont déplacés à Pau, au péril de leur vie, traversant la Méditerranée et tout le bordel qu'on connaît, pour aller se poser en France, pour parler de 220 soldats. Et ce n'est pas que ça. Il y a, par exemple, la décision de changement de commandement. Ça, c'est important. Attendez, j'en viens. Vous êtes pressé. La décision du changement de commandement, comme dirait notre... Moi, j'ai entendu commandement unifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais écoutez, que mettent-ils dedans quand je vous disais que la France est restée dans son mental colon? Que ce soit Serval, Barkhane et tout ce qui s'ensuit, c'est toujours la France qui a toujours pris le devant. Et sans concertation de nos armées. Sans concertation de nos armées. La preuve, quand ils sont arrivés au port de Kidal, parce que c'était d'abord l'armée tchadienne qui est rentrée à Kidal et qui a fait le nettoyage, qui leur a cédé le terrain par la suite, pensant qu'ils allaient progresser vers les frontières libyennes. Qui de vous ou de moi a jamais entendu sur une radio que ces armées-là sont allées jusqu'aux portes de la frontière libyenne? Vous avez entendu? Jamais. Tout le monde s'est arrêté à Kidal. Et ce qui se passe après Kidal, Dieu seul sait. Alors, quand on nous parle de commandement unifié, et que la France, qui, de par son mental colon, comme je vous l'ai dit, cherche à faire croire qu'avec leurs drones, avec leurs unités Serval, les Barkhane, tout ça, sont les meilleurs, et que nous, nos officiers, sont des cancres. Mais vous ne venez pas me dire que là où je La France ne l'a jamais dit, c'est vous qui le pensez. Écoutez, je le pense, je suis dur et sec. Mais la France ne l'a jamais dit. Ils le font savoir sur le terrain. Vous accusez la France de dire quelque chose que la France ne l'a pas dit. Je le dis, je suis déterminé. Oui, mais la France ne l'a pas dit. Et prêt à répondre à mais la France ne l'a pas dit. Suleiman Hamza, la France ne l'a pas dit. Arrêtons de nous voiler la face. Vous prêtez des propos à la France que la France n'a jamais tenus. Vous me permettez, si vous me permettez, j'ai le droit d'avoir mon opinion sur la France. Et ce n'est pas l'opinion de Sika TV, c'est l'opinion de Suleiman Hamza. Oui, mais ce n'est pas en accusant la France d'avoir dit quelque chose qu'elle n'a pas dit. Moi, je ne fais que restituer. Je vous dis pur et dur ce qui se passe sur le terrain. Quand vous voyez les attaques, sur les premières attaques qui ont été lancées au Mali, vous pensez que c'était avec la coopération des FAMA? Ils prennent vos cartes, ils vont sur vos terrains, ils attaquent vos unités, ils détruisent. Je me suis même plaint du fait que les armes qui sont récupérées sur les théâtres d'opération étaient détruites. Pourquoi? Alors que l'armée malienne n'a même pas les moyens de s'en acheter d'autres nouvelles. Pourquoi on ne les répertorie pas dans un programme bien défini et qu'on les remette à la disposition de l'armée pour faire des combats? On les détruit. Pour venir nous revendre encore d'autres armes. Premier paramètre. Deuxième paramètre, mais quand on tire, je vous ai dit, un tomahawk ou bien un missile, machin, qui paye? Qui paye la note? Les Nations Unies? Les Nations Unies, ils ne payent que dalle. Votre sous-sol. Vous voulez qu'on parle sérieusement? On peut parler sérieusement. Le troisième point, les unités que vous envoyez dans le Sahel, qui sont ceux qui sont en Kidal? Sont des Maliens? Vous voulez qu'on parle? On va parler. Qui sont ceux qui sont au port de Kidal? Ce ne sont pas les Français? Ils font quoi là-bas? Ils sont chez eux? Ils ne sont pas chez eux. Le Mali, c'est l'Afrique. Alors, faisons-nous respecter et à un moment donné, arrêtons les bêtises. Moi, s'il y a quelqu'un que je respecte dans tout ce machin-là, c'est le président Idriss Déby Itno. Lui, au moins, lui, prend sur lui de prendre des décisions, il les applique. Au risque même de sa propre sécurité intérieure. Alors qu'on ne vienne pas nous vendre des salades. Quand il rentrait à Kidal, qui lui a donné les moyens d'aller là-bas? Les Nations Unies? Alors qu'on arrête à un moment donné, n'est-ce pas, de faire croire
qu'on fait c'est du yo-yo, je vous ai dit. Moi, je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Et de manière claire, il faut que, à un moment donné, la France arrête, se fout de notre gueule. Et l'an dernier, le commandement unifié vient au fait de qui? Ça vient du président Idriss Déby. Non, le dernier sommet, je crois, qui a eu lieu à Niamey, il a dit de manière claire et nette. Moi, j'ai pris mes soldats, je suis rentré à Kidal, je suis allé remettre Kidal au propre. Je suis allé vers la frontière camerounaise, j'ai nettoyé tout le bassin, je l'ai remis au propre, j'ai demandé à l'armée nigériane de venir s'en occuper. Qui est allé là-bas? Personne. Vous avez vu? Il a retiré 5500 soldats. Vous posez la question pourquoi? Écoutons, je vous ai dit, quand on a fini d'aller à l'école, là, commandant, colonel, machin, là, il y a aussi la jugeote. Réfléchissons sur ce que nous voyons. Il a retiré les 1500 soldats. Pourquoi la force dite internationale ne lui succède pas automatiquement? C'est parce qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire, il y en a marre. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprendront pas. Le retrait des forces françaises, notamment, c'est là la solution, selon vous, Souleymane Hamzat? Écoutez, à un moment donné, il va falloir assumer vos arrières. Mais vous dites encore sur ce même plateau que les soldats africains ne sont pas formés pour le combat contre le terrorisme. À un certain moment, il va falloir assumer vos arrières. Et assumer vos arrières passe par le fait qu'il faudra anticiper. Je crois savoir que gouverner, c'est prévoir. Et que faut-il faire aujourd'hui? Depuis 1993, quand nous sommes en train de crier... Que proposez-vous concrètement aujourd'hui, Souleymane Hamzat? Répondez à ma question. À l'heure actuelle, qu'on reparte à la solution du président Idriss Déby Itno. Qui est? Que le commandement passe sous la main des États africains. Et qu'on arrête de nous dicter ce que nous devons faire chez nous. Je viens quand même pas chez vous, vous dire là, vous séchez votre costume ou là où vous mettez votre matelas. L'Afrique, je vous ai dit, ça restera l'Afrique. Et le désert reste le désert. Mon frère en sait quelque chose. Mais faites un tour, vous verrez ce que c'est que le désert. C'est une mer de sable. Avec même à des endroits donnés du sable mouvant. Vous pouvez perdre toute une unité dans le désert qui ne sera jamais retrouvée. Parce que les gens se sont enfoncés. Ils ne maîtrisent pas. Pourquoi ont-ils des indicateurs si tels qui sont armés puissantes ou machin? Ils n'ont qu'à y aller seuls. Et mieux, pourquoi le président français se plaint-il du fait du départ des Américains? Si tel est que la France est aussi forte. Les Africains, il vous revient à vous de vous réveiller. Personne ne viendra arranger vos matelas. C'est à vous de mettre des draps dessus et de les couvrir. Lamine Cissé, on a l'impression que Souleymane Hamzat est beaucoup trop passionné. On a l'impression que... C'est un militaire qui parle. Ce qui est sûr, c'est que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de chasser l'armée française du Sahel. Parce qu'aucun État actuellement, vous tressiez des lauriers au président Idriss Déby Itno, il a été incapable de gérer la rébellion pour tenir en place son propre régime. On a l'impression aujourd'hui... S'il vous plaît, je vous ai laissé exposer clairement votre avis. Vous me laissez, la police des débats, c'est mon rôle, c'est mon droit. Je le dis aujourd'hui, la question aujourd'hui n'est pas de chasser l'armée française ou les armées américaines. Il faut poser un problème clair. Aujourd'hui, le retrait de toutes ces forces-là, notamment la MINUSMA, la MINUSCA, toutes les forces, le G5 Sahel et consorts, sont là et doivent continuer à travailler ensemble. Il ne s'agit pas de passionner le débat et de dire, dégagez, nous voulons que la France quitte. La France quitte. Que proposez-vous concrètement pour le faire? Dans votre analyse sur ce plateau, on a compris que c'était impossible pour les armées africaines de résoudre le plus... Vous aviez dit que les armées africaines n'étaient pas formées. Je viens. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Lamine Cissé, allez-y. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rendre hommage à Idriss Déby. Hein. Son armée a payé un lourd tribut. Hein, tout à fait. Pour venir, surtout au début, quand les terroristes sont venus au Mali. Depuis Boko Haram. Oui, depuis Boko Haram. Au Nigeria. Donc, l'armée tchadienne est une armée de combat, est une armée vraiment expérimentée, redoutablement expérimentée. Mais c'est parce qu'ils ont un chef d'État guerrier à la tête aussi, qui n'a pas peur d'aller au front. Parce que Idriss Déby, lui-même, quand c'est chaud, il descend et va au front. Alors, donc, voilà. Mais il faut remettre ça ici, parce que c'est un panafricain. Il a versé suffisamment de sang pour l'Afrique. La France ne doit pas aller, il doit rester pour réparer les dégâts qu'il a causés elle-même. Parce que moi, je n'ai pas la même lecture que les gens. La France a ses intérêts en Afrique qu'il défend.
La France a ses intérêts au Niger. C'est le Niger qui donne la lumière à la France, l'uranium. Il ne va pas laisser ça aux terroristes. Ok? La France n'est pas là pour nous défendre. La France est là pour se défendre. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête des gens. La France a des intérêts. Le Sahel est un terreau de richesse incommensurable. La France le sait. Depuis 1955, les gens le savent. Les enjeux qui sont dans le Sahel, on le sait. Kadhafi le sait. Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Ils le savent. Donc moi, je ne suis pas pour dire contre le terrorisme, il faut être singulier pour... Non, le terrorisme est international. Il faut des mesures internationales. Donc la question doit être un front uni contre le terrorisme. Je suis d'accord qu'il y ait un front uni et que ce front uni vient se greffer n'est-ce pas, à la réconciliation nationale de nos pays. Parce que le préalable, c'est que dans nos pays, qu'on ait, n'est-ce pas, des prédispositions qui permettent au peuple et à l'armée de dire je me bats pour mon pays, pour le Niger, et je suis prêt à mourir pour la nation. Mais si, par exemple, le pays est divisé, et vous amenez des gens qui se sacrifient, on dirait qu'ils se sacrifient pour rien du tout. Il faut que la nation, qu'il ait un soutien patriotique national. Et pour qu'il y ait un soutien patriotique national, c'est le chef qui doit donner la leçon. En disant, je tais les querelles, je tends la main, que tout le monde s'assoit sur la même table. Si cela se fait, cette dynamique nationale se crée autour de Mohamed Youssoufou. Mais vous allez voir ce que ça peut amener comme résultat. Ça, non seulement ça va baisser la tension sociale, mais vous allez voir, chaque Nigérien va se sentir patriote à partir de ce moment-là pour dire, il faut qu'on soutienne le président là, il faut qu'on boute dehors cette situation-là. Si sur le plan local c'est là, maintenant sur le plan international, l'armée va être réorganisée et qu'au sein de la CEDEAO, si les Comores étaient efficaces aujourd'hui, je crois que quand la France viendra, c'est avec la CEDEAO qu'on va parler, parce qu'il s'agit de la sécurité régionale. C'est extrêmement important. Donc moi, je ne suis pas dans le fait de dire France dégage, c'est irréaliste. France dégage, France doit nous aider à former notre armée, France doit s'asseoir pour régler les problèmes que lui, il a réglés. Mais maintenant, c'est l'efficacité de la France même qui me pose un problème. Parce que quand la France a détruit la Libye, et que les conséquences, il a démantelé les armées les plus puissantes que ce qui se passe aujourd'hui. Il les a démantelés, ils sont partis ensemble jusqu'à Kidal. Mais au lieu de désarmer les gens, il dit aux Maliens, bon, vous laissez armer, mais Maliens là, venez négocier avec eux. Quelle négociation? Ils vont en Algérie amener des groupuscules, créer des trucs, des négociations, alors que le problème c'est militaire. Mais désarmer, pacifier le territoire, tu permets aux rebelles de négocier avec un État souverain, le Mali. Le Mali est souverain sur l'ensemble de son territoire. Pourquoi dans la tête des Français, il y a la possibilité de créer un Azawad? Qu'est-ce que cela veut dire ça là? La France est dans la dynamique de créer l'Azawad. C'est ça qui me fait mal pour la France. Mais je ne suis pas pour que, la France quitte, etc. Non. On n'a qu'à collaborer parce que le terrorisme demande une collaboration internationale contre le terrorisme. Voilà. Souleymane Hamzat, votre mot de fin? Écoutez, mon souhait, c'est que déjà en début d'année, là, que nos chefs d'État prennent vraiment la résolution de regarder le problème terrorisme en face et surtout de ne plus se laisser dicter ce qu'ils ont à faire chez eux. Parce que l'Afrique n'est pas à vendre et l'Afrique reste l'Afrique. Voilà, vous êtes Souleymane Hamzat, c'est ça, des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, il y avait Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'était un débat très intéressant sur les questions sécuritaires au Niger, mais aussi dans les autres pays sahéliens. Merci et à très bientôt.